Je suis à Cuba, un nom qui claque dans l'imaginaire de chacun. Une île mythique, dernier bastion des révolutions communistes du siècle dernier. Cuba n'est pas une destination comme les autres. 6 millions de Cubains ont moralement déclaré la guerre à leur tout-puissant voisin et protecteur, les États-Unis. En 1959, le régime du général Fulgencio Batista, soutenu par les Américains, est balayé par la ferveur révolutionnaire. Mais après les lendemains qui chantent, l'île est dirigée par la main de fer de Fidel Castro. Objet des ovations folles de la Havane, Fidel Castro est aujourd'hui le maître de Cuba. Et doit faire face à un embargo économique orchestré par les États-Unis. On a beau se documenter sur l'île, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Le mieux est de se lancer, sans a priori, pour aller à la rencontre de la société cubaine. J'ai décidé de commencer mon périple à l'extrême ouest de Cuba, à la pointe de la queue de l'île en forme de crocodile. Je rejoindrai ensuite les splendeurs fanées de la capitale de la Havane pour continuer ma route vers les provinces agricoles de Sancti Spiritu et de Camagüey. Mon voyage se terminera à Baracoa, où Christophe Colomb aurait planté un crucifix en s'exclamant qu'il venait de découvrir le plus bel endroit au monde. Il y a des clichés qu'on ne veut pas éviter. Cuba, c'est le cigare brandi comme arme de communication. Ma première halte se fait en bonne compagnie, chez un jeune cultivateur de tabac qui a reçu la plus haute distinction en gagnant le prix du Habanero en 2007, pour la qualité de sa récolte. Je pourrais dire que mon tabac est le meilleur du monde, mais je n'en suis pas capable. Mais pour moi, c'est une merveille. C'est ce qui m'aide à me relaxer. Il me procure une joie immense. C'est mon compagnon. Il me suit toujours. Je m'appelle Luis Preto Díaz. J'ai 39 ans. Je vis à San Juan de Martín, dans la province de Pinar del Río. Et je me dédie à la culture du tabac. Ici, à San Juan de Martín, on peut dire que c'est la Mecque du tabac. On y trouve la meilleure terre du monde pour produire des cigares. C'est une zone qui couvre 13 à 14 km² où il n'y a pas de terre volcanique, mais il y a beaucoup de fleuves et de rivières. Ici passent les vents alizés. Nous sommes près du tropique du Cancer et la terre est sableuse. On dit que c'est le meilleur endroit du monde parce qu'il y a une alchimie de la terre, du climat et surtout du savoir-faire de l'homme. Certains ont tenté de repiquer les plants de la vallée de Vignales dans d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais rien n'y fit. On ne retrouvait pas cette saveur unique. Comme quoi, la graine n'est rien sans le terreau. La plante du tabac est composée de 4 étages. Les feuilles du premier étage, c'est la légèreté. Elles servent à la combustion du cigare.
Le deuxième étage, ce sont les feuilles qui donnent la saveur. Et le troisième et le quatrième étage donnent le caractère, la force du cigare. Après s'être gorgées des apports de cette terre providentielle, les feuilles sont transportées dans la maison du tabac. Au XVIe siècle, les Espagnols initiés par les Indiens taïnos succombent au plaisir du cohiba, la feuille séchée de tabac, et de nombreuses exploitations voient le jour. Aujourd'hui, c'est un commerce florissant. Plus de 100 millions de cigares sont fumés dans le monde. Sa production ne requiert qu'une seule vertu, m'assure Luis, la patience. L'entrepôt est ouvert aux alizés par de nombreuses portes. Les vents caressent les feuilles en emportant leur eau et les transforment en de délicates membranes d'or qui assurent la richesse du cultivateur. Toute la production de la propriété est regroupée ici, dans cette maison. Je ne peux pas dire exactement, mais il y a à peu près 5600 à 5700 tas de feuilles de tabac. Avec toute cette récolte, qui représente une saison, on obtient autour de 250 000 cigares confectionnés. Le tabac, moi je le vois comme une femme. Plus tu le caresses, plus tu as les mains baladeuses, comme on dit familièrement chez nous, plus il devient bon. Je laisse Luis caresser ses volutes de fumée pour griller les derniers kilomètres qui me séparent de la vallée de Vignales. Je m'enfonce dans ce paysage dessiné d'étranges mogotes. Ce sont de gigantesques buttes de calcaire percées de 1000 cavernes où les esclaves en fuite venaient se réfugier. On m'a parlé d'un groupe de croyants, los Aquáticos. Ils vivent sur les flancs des collines et vouent à l'eau des vertus curatives qui leur permettent de se passer de la médecine moderne. Je tombe sur un groupe de paysans. Ce sont des Aquáticos. Mais ils sont très méfiants à mon égard. Car il y a quelques mois, un documentaire espagnol les a décrits comme les derniers représentants d'une secte d'illuminés archaïques. Il est vrai que la légende est surprenante. Dans les années 1930, le dernier fils d'Antonica Izquierdo est à l'article de la mort. Les médecins sont impuissants et lui conseillent de se préparer à l'inévitable. Mais durant la nuit, une apparition lui recommande de baigner son fils et de prier pour son salut. Le lendemain, l'enfant se lève, guéri, tel Lazare ressuscité du royaume des morts. La nouvelle du miracle se répand et chaque jour de nouveaux fidèles se présentent. La renommée de cette mystique fait de l'ombre aux autorités locales. Antonica Izquierdo est enfermée dans un asile. Aujourd'hui, il ne reste que quelques familles qui continuent de perpétuer cette croyance. La foi. Il faut avoir la foi. C'est le principal. L'eau, elle est pareille pour tout le monde. Si tu vois quelqu'un de malade, tu ne penses pas à lui faire une piqûre ni à le soigner. Tu lui donnes un bain. Tu prends cette eau en y mettant toute ta foi et la douleur part. Tu la ressens encore un peu, mais c'est supportable. Je n'ai pas à juger de la foi de chacun. Je sais qu'elle peut déplacer des montagnes.
Ce qui me surprend bien plus, c'est le statut très particulier dont jouissent les aquaticos dans la société cubaine, qui est l'une des plus policées au monde. J'ai parcouru Cuba de long en large, je n'ai jamais eu besoin de pièce d'identité. Je n'ai pas de pièce d'identité. Lui, quand il sort, si on lui demande ses papiers, il dit qu'il ne les a pas. On lui dit « Pourquoi tu n'as pas de papiers ?» Il répond « Je n'ai pas de pièce d'identité, je fais partie des aquaticos. » Et il passe un coup de fil pour savoir qui tu es, et c'est tout. Par contre, toi, si tu étais cubain, si tu n'as pas tes papiers et qu'ils te contrôlent, ils te mettent une amende. À nous, jamais. Je quitte Emerito. Il me fait une dernière recommandation. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois avoir la foi. Quelle que soit la chose que tu fais, tu dois avoir la foi. Yo que soy de Monteader, esta fiesta no se acaba. Lo traigo del río Toa. Tu sais, tout est cher ici à Cuba. Par exemple, on voulait voyager à 3 voitures, mais on a décidé d'économiser l'essence et de venir à 2 voitures. Et dans ces 2 voitures, on a réussi à mettre toute la famille. C'est comme ça. De toute façon, il faut aller de l'avant, il faut lutter, car c'est de pire en pire. Ici, il faut lutter, travailler, prendre des risques. C'est dur, c'est dur. C'est difficile. Donc la vie est dure, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de joie. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une particularité des Cubains. Le Cubain est joyeux, il plaisante de ses difficultés. Par exemple, on aime beaucoup faire des blagues sur les problèmes quotidiens que nous rencontrons. Le Cubain est ainsi. Il est joyeux, il est content. Moi, je veux partir au nord, là-bas, aux États-Unis. Moi aussi je vais y aller. C'est tout ce que veut un être humain. Une belle maison, une belle voiture, de la bonne nourriture. C'est le désir de toute personne. Argent, maison et santé. Fondamentalement la santé. Moi, c'est tout ce que je veux. Hé mec, tu veux pas une bouteille de rhum? Vous nous payez une bouteille? On va là-bas. On se retrouve au prochain arrêt. Mon prochain arrêt, c'est la Havane. Embarqué dans cette vieille voiture américaine qui nargue les années, je médite sur les enseignements que j'ai tirés de mes rencontres. Avoir la foi, défier l'adversité par la joie et le sourire sont des préceptes indispensables quand on vit à Cuba. La Havane est une capitale intemporelle, une caresse nostalgique qui plonge l'âme dans les frémissements d'un temps révolu. Elle se laisse glisser dans un doux fatalisme. Pour moi, c'est un régal d'architecture, et le jeu du temps sur des patines des murs accroche mon regard. Certes, c'est un point de vue de voyageur qui se délecte de ces façades aux colonnes rongées par l'océan, sorties tout droit d'un décor de cinéma. Mais pour ses habitants, la ville se meurt, et ils assistent impuissants à son agonie.
Ce qui est superbe dans cette décrépitude qui s'installe lentement est l'énergie qui transpire de ces murs. Les Havanais soutiennent leur ville avec amour. L'un d'eux lui consacre toute son énergie pour qu'elle puisse se parer de nouveaux ornements. Je rencontre Salvador. Il a investi la rue de Hamel pour en faire une artère de création musicale et picturale. Il y a longtemps que je vis ici. Et cela fait 20 ans que j'ai commencé à peindre au bout de la rue. J'ai continué et je ne me suis pas arrêté. C'était comme quelque chose de magique qui se passait dans ma vie. C'est comme cela que je l'analyse et que je le ressens. C'était vraiment une expérience spéciale qui m'arrivait. J'étais profondément envahi par une force immense, par une énergie. J'étais enfin arrivé où je voulais être en créant une œuvre monumentale dédiée à la culture d'origine africaine et sa présence aussi bien dans les Caraïbes que dans toute l'Amérique. C'est une œuvre en rapport avec la défense d'une identité culturelle. Parce que malheureusement, oui, malheureusement, la population noire a été très blasphémée et critiquée. Elle a été humiliée, mise en esclavage, torturée et laissée de côté par le phénomène du racisme. Et ces cultures, si belles et tellement riches d'éléments artistiques, ont été saccagées. Mais Salvador n'est pas le seul à peindre sur les murs. D'autres fresques tapissent les façades de la Havane. À chaque coin de rue, les héros de la Révolution sont à l'honneur. Le gouvernement cubain force les consciences de ses citoyens à ne pas oublier. Car l'icône révolutionnaire est une arme politique. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Je rejoins Perfecto Romero chez lui. À 20 ans, il apprend les rudiments de la photographie et se présente devant Ernesto Guevara, appelé le Che. Le commandant lui demande où est son fusil. Perfecto lui présente son appareil photo. Je lui demande ce qu'il pense de la starification du Che et de sa figure galvaudée sur des paquets de cigarettes. Oui, bien sûr, ça me dérange cette récupération. En plus, tu sais, j'ai toujours pensé que s'il n'avait pas tué le Che, il ne serait jamais devenu cette icône. Ça a été une erreur de leur part de le tuer, et ils en ont commis beaucoup. En tuant ses dirigeants, en assassinant ses leaders, ils en ont fait des héros. Ce sont devenus des figures que l'on a pris comme des emblèmes de la lutte. Le Che, bien qu'il soit mort, est toujours vivant pour la jeunesse et les gens. Parfois, j'offre une photo du Che et la personne me remercie encore plus que si je lui avais donné de l'argent. Et ils l'utilisent. Ils l'accrochent sur l'un des murs de leur maison. Ils élèvent leurs enfants en leur montrant cette photo. Pour moi, c'était un homme comme nous. C'était un homme simple, mais néanmoins avec des idées nouvelles pour changer le monde et offrir une vie meilleure aux gens. Une vie meilleure. Pour l'instant, tout le monde l'attend encore ici à Cuba. Je m'imagine le Che plongeant son regard dans ce soleil couchant. Le commandant argentin serait-il vraiment satisfait du sort réservé à son île d'adoption ?